Bonjour, je m'appelle Antoine Fenolio, je suis designer et je suis cofondateur d'une agence qui s'appelle Les Sismo et je suis aussi responsable de l'expérimentation et du déploiement à la chaire de philosophie à l'hôpital. Bonjour, je m'appelle Caroline Jobin, je suis doctorante en sciences de gestion à Mines Paris Tech Université PSL et également chercheuse en design chez les Sismo dans le cadre d'une thèse CIF réalisée en partenariat avec la chaire de philosophie à l'hôpital. Donc, dans cette séquence, on va vous parler de design et des éthiques du care avec un objectif qui est de vous sensibiliser à la manière dont le design peut intervenir dans la question des preuves de soins lorsqu'on cherche à résoudre un problème dans une situation de vulnérabilité, quel que soit l'environnement. Donc pourquoi le design peut être utile dans la conception de solutions dans des environnements de soins et peut-être plus largement dans des environnements de prendre soin, c'est-à-dire que ce soit des environnements liés à la santé ou aux individus ou aux piliers de la démocratie ou au milieu naturel par exemple. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt du design qui est né, j'allais dire, au milieu du 19e siècle, c'est d'abord deux choses. D'une part, avoir une capacité très importante à se centrer sur les usagers. Alors les usagers sont les citoyens, sont les patients, sont les médecins, sont ceux qui sont au cœur du projet. De donner la voix à toutes ces parties prenantes et d'avoir des modes finalement de représentation des solutions qui vont être inventées avec toutes ces parties prenantes. Donc c'est très lié au vécu des gens, c'est très lié à leur expérience et c'est ce que le designer va aller chercher par son empathie, par sa capacité à représenter les choses et à, j'allais dire, prendre en compte toutes les contraintes du réel. Finalement, ce qu'on dit souvent, c'est que le design, c'est faire du dessin, IN, à dessin, EIN. Donc bien définir le dessin EIN que l'on souhaite et ensuite être capable de le mettre en dessin. Et bien sûr, cette élégance qu'il peut y avoir avec le dessin fait partie de la sensation de soin générale, par-delà les solutions d'usage, par-delà les solutions de service. Donc, historiquement, on a vu, par exemple, au XXe siècle, pas mal de designers s'intéresser à cette question du soin. On peut en citer deux assez connus. Le premier, c'est le couple de Charles et Ray Eames, qui ont dessiné de nombreuses chaises en bois moulé et pendant la Seconde Guerre mondiale ont dessiné des attelles destinés justement aux personnes qui étaient blessées au niveau des jambes, ou alors le fauteuil de Alvar Aalto qui avait été conçu pour un sanatorium qu'il avait dessiné en entier et qui a une posture particulière pour aller capter, lorsqu'on est dedans, la lumière qui, dans ce sanatorium, était très importante dans son architecture. Donc finalement, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que le design, c'est un mode de représentation qui s'adresse à des publics très différents et que le fait de s'intéresser et de l'intégrer dans une éthique du care, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle, nous, du design with care, c'est d'aller chercher dans ces parties prenantes, notamment les parties prenantes les plus vulnérables, de les aider à avoir une voix au projet et de les aider à retranscrire tout ce qu'il faut dans ce projet. Les étapes de conception sont assez définies, assez claires. Dans une première étape, il faut être capable d'enquêter, de connaître le terrain, de le documenter. Alors ça se fait par des observations, ça se fait par de la documentation scientifique, académique. Ça se fait aussi par de l'enquête de terrain, des observations familières ou au contraire très distanciées pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe sur ce terrain et comprendre ce qui se passe pour toutes les parties prenantes et même celles qui peuvent être des contradicteurs sur le sujet sur lequel on doit travailler. Donc on peut le faire sous forme d'écrits, de vidéos, d'enregistrements, de dessins, enfin tous les modes de représentation et de captation sont bons pour trouver ces éléments qui vont nous permettre après de passer dans une phase qui est une seconde phase, qui est une phase d'idéation. Donc la phase d'idéation, c'est la phase où finalement on va donner un dessin à tout ce qu'on a vu sur le terrain, comment on peut le représenter, quels sont les parcours qu'on peut améliorer, quels sont les détails sur lesquels on peut travailler. Alors il peut s'agir de communication, de gouvernance, d'architecture, de services, de numérique. Enfin, il faut vraiment être capable de se dire que les solutions embrassent toutes les
j'allais dire, toutes les techniques possibles et toutes les solutions possibles pour trouver la meilleure résolution des problèmes. Donc dans l'idéation, on va sortir un certain nombre de solutions qu'ensuite on va être capable d'illustrer et de choisir suivant des critères qu'on aura prédéfinis. Alors les critères que je trouve les plus intéressants sont ceux qui mêlent des critères scientifiques tangibles et des critères plus informels, plus sensibles, et de voir du coup dans ces solutions lesquelles vont pouvoir passer à l'étape suivante, qui est l'étape de l'expérimentation. Donc c'est Caroline Jobin qui va vous éclairer sur en quoi consistent ces expérimentations. Certaines de ces idées, propositions vont ensuite être testées, expérimentées sur le terrain. On va mettre à l'épreuve dans un périmètre spatial et temporel restreint, par exemple quelques jours ou quelques semaines, les idées, les propriétés les plus critiques, celles qui génèrent le plus de doutes sur les bénéfices qu'elles peuvent apporter concrètement et la manière de les générer. Ce type d'expérimentation s'appelle une preuve de concept, généralement abrégée par POC pour Proof of Concept en anglais. Le POC est une méthode d'expérimentation amont relativement peu coûteuse mais très pertinente. Elle a été inventée par la NASA dans les années 1960. Les nombreux bénéfices des POC en font aujourd'hui une étape clé dans les processus d'innovation et de conception. Mais quels sont-ils ? Le POC permet à la fois de valider ou d'invalider la pertinence d'une proposition, mais aussi d'explorer les problématiques et les opportunités associées. Globalement, le POC permet de mieux cerner les enjeux que pose le développement et le déploiement futur de cette proposition. Par exemple, la chaire de philosophie à l'hôpital et les SISMO ont réalisé un POC aux urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris d'une solution de géolocalisation des patients visant à fluidifier et sécuriser leur parcours de soins. Le POC a permis de clarifier et révéler tous les éléments qu'il restait à concevoir collectivement. Par exemple, quels sont les patients cibles ou les cas d'usage auxquels va devoir répondre la technologie et l'organisation hospitalière. Le POC a également soulevé les questions de consentement et de RGPD. Le POC est un formidable outil d'engagement des parties prenantes dans la transformation, notamment celles qui vont être les plus dubitatives, car elles vont pouvoir voir, si ce n'est expérimenter, de manière concrète les bénéfices, la valeur qui va être générée. Le POC permet de désacraliser le passage à l'action, car le POC est conçu comme un espace de droit à l'erreur, avec bien sûr les conditions expérimentales garantissant le fait de ne pas nuire. Par ailleurs, la chaire de philosophie à l'hôpital et les SISMO ont souhaité ajouter une dimension humaniste au POC. Une expérimentation où il n'est plus seulement question de mettre à l'épreuve un concept, mais aussi, ou plus particulièrement, les dimensions qui ont trait au care. Ils ont appelé cette méthodologie les Proof of Care, preuves de soins. Elle fait actuellement l'objet de recherche et de développement que je mène notamment dans le cadre de ma thèse. Une première dimension intéressante du care est le soin, la sollicitude, l'attention apportée aux autres, qui a un écho tout particulier dans le domaine sanitaire et médico-social. Le Proof of Care va leur permettre de mettre à l'épreuve le soin généré pour l'ensemble des parties prenantes. Une deuxième dimension intéressante du care est celle de rendre les acteurs plus en capacité d'agir, d'innover face aux enjeux contemporains. Ces dimensions de génération de soins et d'encapacitation des parties prenantes peuvent s'appliquer à des problématiques aussi bien locales que globales qui ont trait à la santé ou à d'autres enjeux sociétaux. Maintenant, je repasse la parole à Antoine Fenoglio qui va clôturer cette séquence. Une fois que les expérimentations ont été faites, on va passer dans une partie qui est une finalisation. Alors, la finalisation, c'est la mise en œuvre de ces solutions, et cette mise en œuvre, elle est à la fois esthétique, elle est à la fois bien sûr technique, elle peut être économique, elle peut être d'organisation. On va définir par tous les outils de la conception, le plus précisément possible, la manière dont les solutions qui ont été posées par le design vont répondre aux attentes de cette vulnérabilité, vont pouvoir être implémentées sur le terrain et surtout vont pouvoir ensuite être déployées. Bien sûr, l'idée du dessin et du design de ces solutions est de faire en sorte que ce deviennent des modèles qu'on puisse réapproprier à d'autres endroits qui pourraient être similaires en les adaptant si nécessaire.